Au 104.7 Outaouais. Vous écoutez LP le midi. Bon, vous venez de l'entendre, soulagement collectif donc dans les écoles secondaires alors que le masque ne sera plus obligatoire en salle de classe à compter du 15 novembre. Par contre, il y a des spécialistes qui lèvent le drapeau et qui disent que le retrait du masque à quelques semaines de Noël, c'est une décision imprudente à leurs yeux qui fait courir des risques inutiles à nos jeunes. On va poser la question à Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut Louis-Philippe. Qu'en penses-tu, toi? Je veux dire que je suis partagé, mais peut-être pas aussi, je veux dire, alarmiste là, que certains experts semblent l'être. La situation que l'on voit là, au niveau de l'épidémiologie, le nombre de cas dans les écoles, nous laisse croire là, qu'on peut justement en venir à cette étape-là, donc de retirer les masques dans les classes seulement, donc pas dans les espaces communs. Et aussi, il faut se rappeler, on a une très, très belle couverture vaccinale là, chez les élèves du secondaire. Donc, tout ça mis ensemble, le nombre d'éclosions et tout, me laisse croire, OK, oui, il va y avoir des cas. Ça, des cas de COVID, il faut se mettre ça dans la tête. Là, il va en avoir tout le temps. Là, on s'en sortira pas. Mais je pense pas que ça va devenir quelque chose qui est incontrôlable, là, puis qui va avoir une perte de contrôle. Parce que la couverture vaccinale étant très, très bonne, l'efficacité du vaccin chez ce groupe d'âge-là est excellente aussi. Donc, je pense que c'est une étape intéressante à prendre parce qu'il faut, OK, puis on a travaillé pour ça avec la vaccination pour tous les groupes d'âge, d'en venir à un éventuel déconfinement puis du retrait des diverses mesures sanitaires. Donc, en commençant par ça, dans les classes, les élèves, ça va sûrement faire leur bonheur. Je pourrais en parler à mes garçons, puis je suis sûr qu'ils vont être d'accord avec le retrait dans quelques semaines. Mais moi, c'est ça. Il va y avoir des cas, mais je ne crois pas que ça va devenir hors contrôle. Donc, je pense que c'est un bon premier pas à prendre dans les écoles, là, un petit peu relâcher la pression là, pour nos ados. Ouais, on peut penser qu'il y a plus de cas que ce qu'on voit présentement parce qu'il y a probablement moins de gens qui vont se faire tester. Il y a d'autres virus qui circulent présentement. Oui. Les gens sont moins malades. Mais c'est quand même la preuve, Patrick, qu'effectivement, le vaccin fonctionne non seulement pour empêcher les maladies graves liées à la COVID, mais même pour la propagation. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est pas parce que tu es vacciné que tu peux pas donner la COVID. » Oui, tu peux la donner, mais la charge virale est moins forte et c'est probablement ce qu'on voit présentement au Québec. Oui, puis dans le fond, peut-être faire une... Tu sais, des fois, j'entends souvent ça, moi aussi, là, tu peux la transmettre quand tu es vacciné, ça c'est vrai, mais il faut que tu aies développé toi-même la maladie. Donc, quelqu'un qui a le vaccin a moins de chances, justement, de développer une grande quantité de virus qui pourrait être transmise. Donc, si, par exemple, moi, je suis doublement vacciné, puis je développe la COVID, puis j'ai des symptômes, donc oui, je vais pouvoir la transmettre. En même quantité que quelqu'un qui n'est pas vacciné, mais les chances que moi, étant vacciné, je la développe et je la transmette sont moindres que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc, il y a une belle différence là. Donc, les vaccins font leur travail. Okay, il faut s'en réjouir. Puis il faut se réjouir aussi on a dépassé, je pense, les 90% là, de personnes qui ont reçu au moins une dose chez les personnes vaccinables. Donc, ce sont de très beaux chiffres. On continue encore à avoir des doses là, à chaque jour qui sont administrées. Donc, moi, je suis fier là, de la population québécoise là, qui a répondu à l'appel. Là. Parlant de vaccins, oui. Et ça va intéresser nos auditeurs et nos auditrices qui ont peur des piqûres. Et je sais qu'il y en a. Il y a plusieurs projets de vaccination contre la COVID-19 via des timbres transdermiques. Ça pourrait être très utile pour les enfants notamment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Patrick? Oui, dans le fond, c'est donc ce petit timbre-là, on va coller là, de façon très imagée, là, soit des particules virales, soit ça peut être des molécules d'ARN. Donc, en appliquant le timbre sur la peau, un peu comme on le ferait là, avec je vais parler d'un patch de nicotine. Oui. Donc, c'est un peu l'image similaire, mais dans ce cas-ci, les particules, soit virales ou les particules d'ARN, vont être transmises à travers la peau et on va développer une réponse immunitaire de la même façon qu'on le ferait pour un vaccin. Et on a même démontré que la réponse immunitaire, justement, serait peut-être un petit peu meilleure par rapport à ce mode d'administration-là, par rapport au vaccin, parce que dans notre peau, on a plus de cellules immunitaires qui vont être résidentes dans ces régions-là par rapport à nos muscles. Nos muscles, quand on nous pique, dans le fond, on pique dans le muscle, oui. Souvent au niveau de l'épaule, et il n'y a pas autant, oui, il y a de la circulation sanguine, mais il n'y a pas autant de cellules immunitaires résidentes. Donc, si on y va par la peau, la réponse pourrait être meilleure. Donc, ça serait double avantage. Donc, pas peur des piqûres, moins de douleur,
Puis à ce moment-là, peut-être moins compliqué à administrer aussi, je présume. Quoi. Oui. On se le colle sur la peau, le tout petit timbre. Je pense que c'est 1 cm par 1 cm. Et on garde ça pendant plusieurs heures. Comment ça fonctionne? Oui, tu vas le garder quelques heures, puis le temps que, dans le fond, que ton corps ou ta peau l'absorbe. Oui. Puis ton corps va dans le fond, développer une réponse immunitaire par la suite. Puis aussi, un autre avantage, c'est que ces petits timbres-là peuvent être conservés à des températures, on va dire, normales, pas de moins 70, là, comme les vaccins ARN là, au départ. Donc, ça va être plus facile à distribuer dans les régions peut-être plus éloignées ou les endroits où on n'a pas accès à de la réfrigération ou de la congélation à basse température. Donc, il y a plein d'avantages. Ouais. Puis là, on parle de la COVID, mais ça pourrait être pour toutes. Là. Ça pourrait être pour la grippe saisonnière, ça pourrait être pour n'importe quel virus pour lequel on vaccine. Oui, on pourrait complètement, c'est peut-être un gros de dire ça, mais on pourrait remplacer éventuellement la plupart des vaccins qui sont administrés sous forme d'injection. C'est comme une révolution vaccinale qui s'en vient, Patrick. Oui, dans quelques années, là, je pense que ça va être une nouvelle façon d'administrer des vaccins qui risque d'être plus... moi, je pourrais dire, pas acceptable, mais que les gens vont préférer à la piqûre. Oui. Malheureusement, c'est pas demain matin. Là. On a des résultats intéressants et prometteurs sur les souris. Donc, ça ne sera pas pour nos jeunes de 5 à 11 ans dans une couple de semaines. Là. Non, on n'a pas commencé encore les essais chez l'humain, mais encore une fois, avec l'accélération là, des procédés de production et tout ça, là, on pourrait peut-être avoir des études là, bientôt. OK, revenons à la COVID-19 comme telle, Patrick. On vient de franchir le cap des 5 millions de morts. Ça, c'est les chiffres officiels depuis le début de la pandémie. C'est nettement moins que la grippe espagnole de 1918-1919, mais on est quand même loin d'une vulgaire grippe saisonnière. Non, on a vraiment là, un virus qui est plus virulent, qui est plus facilement transmissible que la grippe saisonnière. Puis on peut la comparer, oui, effectivement, là, la grippe espagnole, qui n'a d'espagnol que le nom. Là, son origine réelle, c'était aux États-Unis. Mais la grippe espagnole, il faut se rappeler là, les conditions sanitaires, tout ce que nous, par exemple, présentement, on a fait pour le confinement, ça l'a limité de beaucoup, et heureusement, là, le nombre de cas et de décès. Oui. Mais ce 5 millions-là officiel, selon l'OMS, est sous-estimé peut-être de 50 %. Donc, il y aurait peut-être... L'OMS dit que c'est probablement 2 à 3 fois plus. C'est ça. Donc, c'est des chiffres assez épouvantables. Donc, c'est pas vrai que c'est une grippe. Puis encore une fois, on a pris des mesures extraordinaires à la grandeur de la planète pour contrôler, limiter la propagation de l'infection. Si rien n'avait été fait, je ne veux même pas imaginer là, la catastrophe que ça aurait pu être là, au niveau humanitaire, dans les hôpitaux et tout. Donc, c'est un chiffre symbolique, 5 millions officiel. Mais il faut être conscient là, que c'est une maladie virale là, qui a fait beaucoup de dégâts. Heureusement, avec les vaccins, on a fini par mieux la contrôler, puis il y a des médicaments qui s'en viennent. Donc, ce virus-là, cette maladie-là va faire partie du paysage de l'humanité là, pour le restant de nos jours, mais je crois qu'on va apprendre à vivre avec et mieux contrôler là, les cas graves, puis limiter justement le nombre de cas et de décès. Je veux pas te prendre les culottes baissées, puis j'ai pas les statistiques devant moi, mais la grippe saisonnière là, par année dans le monde, c'est quoi? Oui. C'est peut-être 1 demi-million de morts ou... À peu près. Si on parle juste du Canada, la grippe saisonnière, là, puis on ne parle pas des grippes un petit peu plus virulentes, là, mais en moyenne, là, au Canada, c'était entre 2 et 4 000 personnes qui mouraient de la grippe par année. Donc là, on voit juste avec la COVID, le nombre de décès, c'est beaucoup plus, énormément plus même. Donc, de comparer les deux, là, c'est pas une bonne chose. Puis, quand on parle de la grippe aussi, là, il n'y avait pas de confinement chaque année pour la grippe, dont on parle de quelques milliers. Puis là, avec la COVID, avec le confinement, on a quand même atteint là, des dizaines de milliers de morts juste au Canada. Donc, c'est une infection, là, comme on l'a dit tantôt, là, qui est vraiment plus virulente, plus dangereuse. Mais heureusement, les vaccins là, vont nous permettre de contrôler tout ça. Heureusement, on pense et on espère que le pire est derrière nous, effectivement, Patrick. En terminant, on assiste maintenant, parce que là, oui, la COVID, ça descend, puis la vie commence à reprendre, à une hausse inquiétante de certains virus, dont les bronchiolites chez les bébés. Oui. D'abord, c'est quoi au juste ça, une bronchiolite? Oui, dans le fond, les bronchiolites, c'est des infections virales. Le virus en cause, on l'appelle le virus syncytial respiratoire. Donc, ce virus-là, c'est un virus là, qui circule beaucoup là, chez l'être humain. C'est un virus qu'on dit ubiquitaire. Là. 95 % de la population a été en contact avec ce virus-là.
Le problème, c'est que lorsque ce virus-là, par exemple, va se retrouver dans les voies respiratoires de jeunes bébés, il peut causer des problèmes respiratoires assez sévères. Dans le fond, le virus va provoquer la fusion des cellules là, au niveau pulmonaire, puis les échanges gazeux vont être difficiles. Donc, ce virus-là, il circule. Les enfants peuvent être infectés puis avoir absolument aucun symptôme, avoir des symptômes qui vont ressembler à un rhume, ou parfois vont être hospitalisés. Et ça, je le sais, mes 2 garçons ont été hospitalisés pour des bronchiolites. Donc, c'est un virus là, qui peut causer des dommages assez importants aux voies respiratoires. Dans certains cas, les petits bébés sont intubés sous respirateur. Oui. Tout ça, est-ce que tes gosses avaient été aussi graves que ça, Patrick? Mais le plus vieux avait eu l'oxygène au niveau du nez, des bronchodilatateurs, des injections de corticostéroïdes. Donc, il y avait eu, on avait été inquiets, il y avait à peine 6 semaines. Mais là, le phénomène, dans le fond, qu'on voit présentement, c'est qu'avec la COVID, les mesures de distanciation, le port du masque, dans un sens, c'est une bonne chose. Donc, il y a moins de virus qui ont circulé. Mais là, avec un relâchement un petit peu des mesures, ce que l'on voit, c'est que les enfants qui n'ont pas été exposés à autant de micro-organismes ont peut-être pas un système immunitaire aussi bien préparé. Et là, tout d'un coup, tout leur arrive. Et là, on voit de plus en plus de cas de bronchiolite qui entraînent des hospitalisations. Donc, on en voyait, je veux dire, mes enfants sont ados maintenant. Oui. Donc, ça fait plusieurs années. Donc, il y en avait, ça existait déjà. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on en voit plus et que les cas sont plus sévères. Donc, et ça, c'était prévisible. Ouais. Hein? Je me rappelle de nos premières conversations où tu disais, on n'a pas le choix, mais c'est pas l'idéal, ça, pour notre système immunitaire de se protéger autant contre un virus en particulier, là. Non, c'est ça, parce que là, tous les autres micro-organismes avec lesquels on devrait entrer en contact normalement, qui devraient favoriser le développement de notre microbiote, donc les micro-organismes qui vivent en nous normalement, puis de stimuler ce système immunitaire-là à lutter contre des virus. Puis la bronchiolite, le virus, il peut être dans nos voies respiratoires, dans notre salive, dans nos sécrétions nasales. Donc, juste en parlant ou en embrassant un bébé, on va lui transmettre des petites quantités, puis là, il peut disons, développer son système immunitaire tranquillement. Mais là, on a l'impression que les enfants reçoivent des charges virales importantes, ne sont pas prêts à ça et ils sont plus nombreux à se ramasser à l'hôpital et plus nombreux à se ramasser aux soins intensifs. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller là, parce qu'il n'y a pas juste la COVID effectivement qui circule, il y en a plein d'autres bestioles qui circulent. En quelques secondes, là, au niveau préventif, y a-t-il quelque chose à faire? Ou? Au niveau préventif, je veux dire, avec ce qu'on fait pour la COVID, c'est déjà beaucoup. Comme tel, il n'y a pas grand-chose. Comme je l'ai dit, c'est un virus qui est tellement présent chez l'humain que 90-95% des enfants vont être en contact à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, c'est juste de peut-être vérifier les symptômes. Là, si votre enfant devient amorphe, se plaint, chigne un petit peu, mais pleure pas. Il y a du tirage. Puis le tirage, c'est comme une respiration qui est difficile, là, avec, on va voir comme les côtes. Ça, ce sont des signes là, qu'il faut aller à l'hôpital parce que ça peut devenir très dangereux puis rapidement. Donc, faut pas prendre de chance, mais comme tel, les thérapies, ça va être de juste prendre soin de l'enfant. Il n'y a pas de médicaments pour l'aider à s'en débarrasser, mais on va lui donner de l'oxygène puis des trucs là, pour faciliter sa respiration. Merci beaucoup, Patrick, pour la chronique encore cette semaine et on se reparle évidemment en début de semaine prochaine. C'est plaisir. Bonne journée. Salut.